Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fringale, c'est Titien et on va faire ensemble un petit débrief à mi-course de Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Ça fait plaisir de vous retrouver pour parler de ces deux courses parce qu'il s'en est passé des choses sous le mauvais temps. Il y a eu deux magnifiques étapes et on va débriefer ça ensemble. Alors je suis tout seul ce soir, hein. Mes copains m'ont lâché sûrement pour aller regarder le foot, mais on va essayer d'en parler rapidement ensemble et puis dites-moi en commentaire évidemment tout ce que vous pensez de ce Paris-Nice, de ce Tirreno. Est-ce que il y a du suspense pour vous? Est-ce que vous avez apprécié les étapes jusqu'à maintenant? Évidemment, hein, n'hésitez pas à vous abonner, voilà le petit rappel, n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça la fait remonter, à commenter, à donner votre avis et puis à adhérer également à l'association Radio Fringale, le lien est en description de la vidéo. Donc parlons peu, parlons bien, voilà ces deux courses, la course au soleil et la course des deux mers qui se disputent cette semaine. On avait fait la preview de ces courses et on va commencer par Paris-Nice, la course au soleil qui a démarré dimanche. On s'attendait peut-être à du mauvais temps, à des bordures, et bah il a fait plutôt, alors il a pas fait chaud, mais il a fait plutôt clément sur ses premières étapes. Et puis finalement, c'est aujourd'hui, à partir du moment où ça grimpe, qu'on a eu des conditions météo plutôt difficiles. Donc les deux premières étapes de Paris-Nice, on l'avait annoncé, ça devait être du plat, ça devait être un sprint massif et ça n'a pas loupé. Et ce qui n'a pas loupé, c'est de voir Tim Merlier s'imposer deux fois de suite. Première fois d'ailleurs pour Tim Merlier qui remportait un sprint massif avec le maillot de leader de la course auquel il participait. Je crois que ça l'a beaucoup touché. Alors effectivement, face à Merlier, bon, on va pas se le cacher, il n'y avait pas une énorme adversité, mais il a quand même tenu son rang, il a parfaitement su se placer et il a montré quand même qu'il y avait un différentiel énorme de vitesse avec les autres. Donc super performance de Tim Merlier, il est venu, il a vaincu et il aura encore une belle opportunité sur l'étape de vendredi de repartir avec 3 victoires d'étape. En tout cas, le duel à distance, et on en reparlera juste après quand on parlera de Tirreno avec Jonathan Milan pour le titre de meilleur sprinter. Fait toujours rage, en tout cas ça fait 6 victoires cette année pour Tim Merlier et donc c'est un super résultat pour le Belge. Après sur les sprints, bah voilà, on a vu des coureurs qui ont essayé de se placer, on a vu un Mats Pedersen qui les deux fois s'est fait totalement déborder. Pedersen il est très costaud pour l'instant sur les parcours plutôt vallonnés, mais quand ça sprint, il a un petit peu de mal. Et puis derrière, bah voilà, on a vu du Axel Zinglet tenter, Arnaud Démare qui a été parfaitement emmené, qui a fait un beau sprint sur la première étape, mais il n'y avait rien à faire contre le Belge. Mais bah, c'est rassurant quand même de voir Arnaud Démare pour les prochaines échéances quand même faire deuxième d'un sprint derrière Tim Merlier. Moi, ça m'a pas mal fait plaisir. Donc voilà, pas grand chose à tirer finalement de ces deux premières étapes de Paris-Nice, si ce n'est que voilà, il y a eu quand même quelques chutes, hein. Il y a eu notamment Guillaume Martin qui a fini au tapis. On espère que ça va un peu mieux pour lui. Il a quand même fait une belle étape aujourd'hui sur la loge des gardes. Donc voilà, en tout cas un Paris-Nice, on pouvait s'attendre à des bordures et finalement ça a été plutôt calme. Et puis il y a eu bah voilà le premier grand temps fort, celui qu'on attendait tous, cette troisième étape. Et bah pas de surprise là encore, la domination annoncée de l'équipe Visma The Bike s'est vue. En même temps ils étaient venus avec une équipe avec forcément Jorgensen, Vingegaard qui sont d'excellents rouleurs. Il y avait du Victor Kampenarts, Eduardo Affini, un champion d'Europe de la discipline, Bart Lehmann qui est un guerrier qui est toujours là, donc c'était vraiment difficile de battre cette équipe Visma. Ils sont venus, ils ont totalement assumé leur statut et bah voilà, Vingegaard et Jorgensen ont fini tous les deux, ils ont mis une belle déculottée à la concurrence. Notamment au Team UAE, grosse déception pour ma part. Vous me direz ce que vous en avez pensé du Team UAE. Alors on sait que Pavel Sivakov, malheureux Pavel Sivakov, qui était annoncé comme co-leader sur ce Paris-Nice, qui a connu une maladie, il me semble, une sorte de grippe, et donc qui est pas à son meilleur niveau. On l'a encore vu aujourd'hui lâcher très tôt dans la montée finale. Mais voilà, coup dur quand même pour des rouleurs comme Brandon McNulty, comme Joe Almeida, comme Ivo Oliveira, qui est également un très très bon rouleur. Ils ont quand même perdu beaucoup de temps, une quarantaine de secondes sur la Visma The Bike, et pour moi c'est un peu rédhibitoire sur un Paris-Nice où on sait que c'est une course qui se joue à coups de secondes. Donc j'ai été un petit peu déçu par la performance de l'équipe UAE, surtout qui nous avait habitués l'an dernier à être vraiment l'équipe forte des chronos. On se souvient de la victoire de McNulty sur le chrono de inaugural
de la Vuelta, on se souvient des excellents chronos, notamment celui de Joe Almeida au Tour de Suisse, évidemment les chronos Tadej Pogacar, le contre-la-montre par équipe de Paris-Nice l'an dernier, donc ouais, grosse déception. Et puis derrière, bah voilà, tir groupé des équipes qui avaient amené des favoris pour le classement général avec la Jayco spécialiste depuis historique de cette discipline, la Jayco. Moi, j'avoue que j'ai eu le petit frisson quand j'ai vu qu'il faisait le meilleur temps et Matthews sprintait comme un damné. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa de retrouver Michael Matthews avec le maillot de leader de Paris-Nice à son âge, mais malheureusement, ouais, il y avait rien à faire face au train des abeilles. Lipovitz, qu'on attendait de voir sur ce Paris-Nice avec la cohabitation avec Vlasov, notamment, ils ont plutôt bien limité la Bora, alors qu'il leur manquait quand même un Danny Van Poppel qui avait dû abandonner précédemment. Bah voilà, et 24 secondes sur la Visma, c'est une belle performance. Et puis un Mathias Kjelmoz, bien emmené par Mats Pedersen, qui a su limiter aussi. Déception du côté d'équipe qu'on attendait sur ce chrono. Moi, la Ineos, quand même, quand on mène Foss, Arensman, Sheffield, Watson ou encore Tarling, qui sont tous que des excellents rouleurs, finir à plus de 30 secondes, c'est quand même une déception. L'équipe IF, il leur manquait un coureur, mais voilà, j'étais un petit peu aussi déçu. Donc voilà. Enfin, en tout cas, un contre-la-montre par équipe qui a mis tout le monde à sa place et forcément. Moi, j'étais comme tout le monde, je pense, hier soir après le contre-la-montre en me disant, c'est déjà les places d'un et deux au classement général sont déjà établies et derrière on va se battre pour la troisième place. Et puis est arrivée cette étape d'aujourd'hui, l'étape de la Loge des Gardes, le deuxième temps fort pour le classement général et le premier vraiment en montagne. Et puis d'ailleurs, qui sera peut-être un des principaux temps forts pour le classement général de ce Paris-Nice, parce qu'on sait que les conditions météo en ce moment dans le sud-est de la France sont assez compliquées. On annonce de la neige notamment dans les Alpes et même pas énormément en altitude puisque on parle de routes qui seraient enneigées du côté d'Oron pour ce week-end, donc on va voir ce qui se passe. On sait que sur Paris-Nice ça arrive malheureusement, les étapes amputées, on avait le cas l'année dernière avec l'étape Rennes, je sais plus où elle devait aller, peut-être qu'on devait déjà monter à Oron il me semble, et finalement on avait fini avec la Madone du Tel. Est-ce qu'ils sont déjà en train de travailler sur un scénario bis? C'est à voir. Toujours est-il que si cette étape d'Oron elle est amputée, cette étape de la Loge des Gardes elle avait une double importance parce que du coup il y aura pas d'autres arrivées en altitude si c'est annulé samedi. Donc je pense que c'était une étape à pas louper pour les favoris du classement général et ça a pas été le cas et ça a été une étape beaucoup plus compliquée finalement que ce qu'on pouvait attendre puisque le profil était certes escarpé mais on était en prise sur toute cette étape, mais on s'attendait pas non plus, à de telles différences et à des coureurs qui arrivent autant en marqué. Et ça, c'est dû aux conditions météo. On a eu du froid, on a eu de la grêle sur le parcours, on a eu des conditions météo vraiment très très compliquées. Et on a vu au milieu, au début de la dernière descente de l'étape. Donc là, on était à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. C'était un petit peu... Alors moi, j'ai eu du mal à comprendre puisque j'ai pris le train en cours de route. On voit en même temps une échappée qui continue. Il y a une contre-attaque. Derrière, t'as un peloton qui se fait mettre à l'arrêt par la voiture des commissaires de course. Je vois les Movistar qui ressortent là avec Pablo Castrillo. Des coureurs qui rentrent dans les voitures. Franchement, alors si vous avez compris, vous êtes très fort. Moi, je n'ai rien compris. Franchement, c'était pas clair du tout ce qui se passait. Je sais pas comment a géré l'organisation. On a vu, il y a eu un accident de voiture avec une voiture de l'équipe Decathlon, il me semble, ce qui a joué également dans la neutralisation. Mais du coup, toujours est-il qu'ils ont neutralisé parce que les conditions faisaient que la descente était trop dangereuse. Ils les ont quand même fait descendre à vélo. Et quand tu descends entre 5 et 10 km/h parce que c'est neutralisé et qu'on te demande de pas prendre de risques, du coup tu te refroidis et les coureurs à mon avis ils étaient tous transis et trempés de froid. Il y en a beaucoup qui ont réagi d'ailleurs à l'arrivée comme Jonas Vingegaard qui a dit dans ces conditions il fallait pas nous laisser repartir parce que on était complètement frigorifiés. Donc ça a été une étape très 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 compliquée. On voit d'ailleurs qu'il y en a qui ont pris une valise, que ça s'est pas forcément joué que dans la montée finale. Il y a déjà des prétendants finalement au podium qui étaient éliminés avant même la montée finale. Je pense à Ben O'Connor qui était déjà plus dans le peloton au pied de la montée finale, un Magnus Sheffield, un Félix Gall, tous ces coureurs-là finalement qui ont disparu à partir de ce moment de la neutralisation. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis les conditions très très difficiles ont tapé dans les organismes des coureurs toute la journée. Toujours est-il que la course est repartie. On a eu un coup que j'ai apprécié de l'équipe Ineos, une équipe qui est
Bah, qui tentent de se réveiller depuis le début de l'année. On sait que pour Ineos c'est compliqué et je les trouve assez, sur toutes les courses qu'ils font, finalement assez proactif, on va dire, même si on sent bien qu'on c'est pas la grande Ineos qui était dominante, mais ils ont un petit peu arrêté avec la stratégie j'emmène tout le monde et puis je me laisse complètement déborder dans le final. Voilà, ils ont tenté une belle attaque collective avec Ben Swift qui était dans l'échappée et puis Joshua Tarling qui a essayé d'emmener Tobias Foss pour prendre une belle avance au pied de la montée, ce qui a été le cas. Foss il a pu résister quand même jusqu'à 2 kilomètres de l'arrivée avant d'être repris, donc j'ai bien aimé ce mouvement de course, mais tout s'est joué dans la montée finale. Après que le peloton a été tracté pendant des kilomètres par Mats Pedersen et Nils Politt qui se sont gavés dans ces conditions, franchement, ils faisaient bien mal à tout le monde. On voyait Lenny Martinez qui se battait pour rester au contact du groupe. Mais c'est vrai que Pedersen et Politt, bah voilà, c'est des coureurs quand même costauds, des coureurs qui ont l'habitude de jouer les classiques flandriennes. Et je pense qu'aujourd'hui, ils étaient un peu comme comme des bébés finalement dans cette étape. Ils étaient bien, ils étaient à leur aise et ils ont fait très très mal à beaucoup de coureurs. Il y a eu un écrémage par l'arrière avant même le pied de la côte qui s'est fait. Et puis bon bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On se demandait ce qui allait se passer dans l'équipe Visma. Est-ce que il y avait une hiérarchie qui a été établie? Est-ce que Vingegaard allait se mettre au service de Jorgensen? Ça, j'y croyais pas du tout. Est-ce que Jorgensen, avec son maillot jaune, allait se mettre au service de Vingegaard? Moi, j'y croyais pas non plus. Ils avaient dit que ce serait un petit peu deux leaders et qu'ils allaient chacun jouer leur carte. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu un Jonas Vingegaard qui a lui-même pris l'initiative d'attaquer. On l'a vu un temps avec Lenny Martinez. Voilà, moi j'ai bien vibré, j'en reparlerai après. Mais voilà, Vingegaard a attaqué. À ce moment-là, moi, je me suis dit, il est parti. Personne ne réagissait derrière. Et puis, finalement, il a plafonné. Alors, il était fort, hein, mais on voit que c'est pas Jonas Vingegaard qu'on devrait avoir sur le prochain Tour de France. En tout cas, il est pas dans les mêmes temps de passage à ce moment-là de la saison que Tadej Pogačar. Et puis finalement, voilà, il s'est fait reprendre et battre par Joe Almeida qui décidément n'en finit plus de progresser, qui a des super talents de finisseur, il gère parfaitement son effort, le portugais, et on sent voilà c'est plus le Almeida qui est lâché, qui revient, qui reprend les morts et qui finit bien, c'est vraiment le Almeida qui est proactif sur la montée, qui est certes au train, qui se laisse pas se distancer, mais qui garde toujours cette énergie pour avoir un jump de fou. On l'avait vu à l'Algarve, où il a repris son équipier Christen, là, il avait failli gagner, et il avait lâché tout le monde dans les 500 derniers mètres. Et c'est ce qui s'est passé, voilà. Joe Almeida a repris Jonas Vingegaard et a remporté cette étape devant le Danois. Troisième derrière, on a Mathias Kjelmoz et quatrième, Lenny Martinez. Voilà. Moi, ce que j'en retiens, c'est que Jonas Vingegaard prend le maillot de leader. Jonas Vingegaard est en tête de ce Paris-Nice. Son dauphin, c'est Matteo Jorgensen, qui a pas montré non plus qu'il avait les cannes pour facilement remporter la course, puisque Jorgensen, pourtant, il me paraissait facile tout au long de la montée. Je pense que vous aussi, vous avez vous l'avez observé, vous vous êtes dit, Jorgensen, à un moment, tout le monde fait le travail, il va contrer, il va gagner, et puis finalement... lui pourtant qui a un bon jump dans les derniers mètres, on l'avait vu les dernières sur le Dauphiné ou sur Paris-Nice, il perdait jamais les roues, là il a cédé dans les derniers mètres et il finit derrière pas mal de coureurs, je crois qu'il finit 6 ou 7ème de l'étape, donc pas très très impressionnant Jorgensen dans des conditions où moi j'aurais pensé qu'il aurait été plus fort, donc la Visma là ils ont deux coureurs, Vingegaard il a fait le taf, il a repris le maillot de leader. Maintenant, ils ont cette belle avance qu'ils ont pris grâce au chrono, puisque Almeida est encore à 37 secondes. On sait que c'est un gouffre, 37 secondes sur un Paris-Nice. Almeida, il a certes gagné, mais il a battu Jonas Vingegaard que d'une seconde. Donc, moi, je pense toujours que Vingegaard il tient le bon bout sur ce Paris-Nice, d'autant plus si l'étape de samedi est annulée, il n'y aura pas beaucoup d'occasions d'aller le chercher. Demain, il y a une super étape des murs que j'attends avec impatience, mais je ne sais pas si ça convient vraiment au style d'un Almeida ou d'un Lipovic, par exemple, plus qu'un Jonas Vingegaard. Et puis, il reste cette étape de dimanche également à contrôler, mais voilà, c'est quand même bien parti pour Vingegaard qui est certes pas aérien du tout, donc c'est pour ça qu'on peut douter, mais voilà, qui a pris une belle avance et qui a montré qu'il était plus fort que Jorgensen en produisant plus d'efforts dans l'ascension et en finissant devant lui, donc ouais, Visma a quand même ses deux cartes en tête du classement général, elle a montré qu'elle était
pas impérial du tout, mais plutôt solide. Donc ouais, moi j'y crois toujours fort à ce doublé de la Visma au classement général et à une victoire de Jonas Vingegaard. En tout cas, c'est bien aujourd'hui. Je trouve que ça a malgré tout relancé le suspense. Ça a montré que tout le monde est à peu près au même niveau, hein, parce que quand même, on a les 7, on a quoi, ouais, les 7-8 premiers, ouais, les 7 premiers de l'étape qui finissent en moins de 10 secondes, donc le niveau est assez homogène, et ça, voilà, c'est sympa par rapport à ce qu'on a pu vivre, par exemple, au Strade Bianche ou à l'UAE Tour, il y a du suspense, Visma a pris cet avantage, est-ce qu'ils vont savoir le tenir? C'est toute la question, mais au moins, voilà, on se dit qu'il peut encore se passer des choses dans la semaine et on n'est pas sur Visma et puis mettre un gros coup sur le casque hier sur le chrono et enfoncer aujourd'hui. Ça n'a pas forcément été le cas, voilà, donc à voir. En tout cas, moi, celui qui m'impressionne vraiment, c'est Joao Almeida. Je trouve qu'il fait pas de bruit, le Portugais. Il a pas souvent sa chance chez UAE, mais depuis le début de l'année, il arrive bien à la saisir et franchement, il a passé un step. Franchement, pour Vingegaard, ça doit pas être facile de voir le prochain lieutenant de Tadej Pogacar sur le Tour de France le battre, même si on est qu'en début d'année et que le Danois n'est pas à son meilleur niveau. Bah voilà, le message pour UAE, il est quand même fort. Voilà, Almeida a battu aujourd'hui Jonas Vingegaard. Est-ce que ce sera le cas sur le reste de la semaine? Ça, je ne sais pas. Mais le Danois, il m'a un peu rappelé ce qu'il était en 2023, c'est-à-dire à un très très bon niveau, mais voilà, Vingegaard, on l'avait vu l'année dernière sur Tirreno Adriatico, c'était à la même période, et pourtant il avait largement dominé la concurrence, qui était quand même pas, voilà, c'était en face, c'était du Juan Ayuso, c'était du Jay Hindley, du Tom Pidcock, donc qui a pas forcément grand-chose à envier à celle de Sparring-Nice, donc il est peut-être un petit peu en retard dans sa préparation, on va suivre ça. Derrière, un peu pour analyser aussi l'étape. Bah moi, j'ai envie de souligner la perf de Lenny Martinez quand même, hein, au côté français. On a aussi Clément Chaupoussin qui a fait un top 10 et qui confirme son excellent début de saison. Mais Lenny Martinez, oh, quel crack. Moi, j'avoue, j'ai eu les poils hein, quand il a suivi, il a attaqué avec Vingegaard qui l'a suivi. Vingegaard l'a contré, il l'a suivi. Et Vingegaard a attaqué une deuxième fois. Il a encore suivi avant de céder. Mais Lenny Martinez qui a le niveau. Et puis finalement, il finit qu'à 2 secondes. Hein, même pas à une seule seconde de Vingegaard sur l'étape. Donc, ouais, il a parfaitement géré son effort. Il a senti qu'il pourrait pas suivre le Danois et il en a gardé pour être là dans le final. Et en tout cas, ouais, ça fout les frissons. Alors, je crois que Buitrago alors, à minima, n'était pas là dans le final, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a abandonné Santiago? Ouais, il a abandonné Santiago Buitrago, probablement sur chute, donc il a pu bénéficier de l'abandon de celui qui était censé être le leader pour briller. Mais ouais, franchement, avec brio, Lenny Martinez, moi j'ai eu très très peur dans l'avant-dernier faux plat, là, quand, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, quand Pedersen et Politt faisaient des relais de fou, et je le voyais en galère à l'arrière du groupe. Moi, je me suis dit, ah non, bah, il va sauter, et en fait, super gestion d'effort, et ouais, c'est un crack Martinez, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous produire sur la fin de ce Paris-Nice. Je le trouve aussi assez punchy, donc je me dis que l'étape de demain sur ces petits murs là pourrait lui convenir. Et puis si Oron est maintenu samedi, bah il aura encore un circuit à sa mesure. Il a perdu évidemment beaucoup de temps, on le savait, avec la Bahreïn sur le contre-la-montre par équipe, mais là il est 9e du général. Alors il est quand même à une 0,9, hein. La victoire finale sera très très compliquée bien sûr. Le podium également, parce qu'il y a du beau monde qui a quand même une bonne quarantaine de secondes d'avance sur lui, mais un top 5 de Lenny Martinez, et franchement c'est possible. En tout cas moi il m'a bien hypé sur cette montée, donc j'ai hâte de le voir. Bah voilà, hein. Sinon après au rang des quelques déceptions, bah j'attendais la Movistar en force, ils étaient 4 au pied de la montée finale et finalement ils ont tous un petit peu explosé. On a vu Castrillo attaquer assez tôt au pied de la montée et à mon avis il s'est un peu fait sauter le caisson, Pablo Castrillo. Ivan Romeo, que moi j'attendais beaucoup, hein, la petite pépite de la Movistar, bah voilà, il découvre ce que c'est le très haut niveau et il s'est un peu pris également une mine dans la vue. Il a fini à plus d'une minute, donc peut-être qu'il va se reconcentrer maintenant sur les victoires d'étape. En tout cas, il apprend le jeune Ivan Romeo. Et puis voilà, bon, sinon, il y a
pas forcément de coureurs que j'attendais beaucoup plus haut, si ce n'est, comme je l'ai dit, des Félix Gall ou Ben O'Connor qui, pour le coup, sont très décevants puisqu'ils finissent très loin. Alors, si vous savez la raison autre que physique, c'est peut-être le cas, mais voilà, ils ont fini à plus de 2 minutes. Donc, voilà, grosse déception, notamment pour Matt qui avait annoncé que Félix Gall serait le principal adversaire de Vingegaard. Ça va être un petit peu compliqué surtout si l'étape de Ron n'a pas lieu pour l'Autrichien de se refaire. Mais voilà, en conclusion, on a mis parcours de Paris-Nice. Rien n'est joué. L'équipe Visma est solidement installée aux 2 premières places. Ils sont solides sans être dominants. À minima, ça promet du spectacle, même si moi je pronostique quand même qu'ils finiront 1 et 2 au classement général et que ils ont quand même cette marge d'avance physiquement, ils sont quand même au niveau des tout meilleurs, donc ils vont être vraiment très très difficiles à bouger. Mais derrière pour le podium, voilà, le seul pour moi qui peut vraiment les chatouiller, il l'a montré aujourd'hui, c'est Almeida. Est-ce que 37 secondes c'est pas trop rédhibitoire pour le Portugais? À voir, mais en tout cas c'est mon favori du coup pour si les deux Visma arrivent à tenir le cap pour la 3e place, il est qu'à 4 secondes de Mathias Kjelmoz. À mon avis, il y aura duel entre ces 2 coureurs. Parce que derrière, des Lipovitz, qui a été costaud Lipovitz, mais alors qu'a couru un peu bizarrement, qui a multiplié les attaques sans aucun punch là dans la montée. Du coup, il faisait mal à personne. Et pourtant, il finit dans les 5 premiers de l'étape. Donc c'est qu'il a seulement 6 secondes. Donc devant Jorgensen même. Donc il était vraiment très très costaud. Mais c'est un coureur, j'ai l'impression, qui a pas énormément de punch et du coup qui aura du mal à mettre de vraies accélérations, à faire la différence. Donc je pense vraiment qu'il aura du mal face à Skjelmozo et Almeida pour jouer le podium, mais tout est serré. Moi je vais suivre à fond Lenny Martinez parce que franchement il m'a beaucoup hypé. Donc dites ce que vous avez pensé de cette première partie de Paris-Nice et puis un petit peu vos pronos pour la seconde partie. Donc comme je l'ai dit, demain on aura cette belle étape des murs à Bellegarde et puis ensuite on aura un sprint le vendredi et puis on verra ce que nous réserve le week-end final. Est-ce que l'étape d'Oron arrivée au sommet aura lieu? Si oui, ce sera vraiment le juge de paix de cette course et puis j'espère que voilà, rien ne sera fait samedi soir et que dimanche ce sera une magnifique étape toboggan de Paris-Nice pour qu'on vive une belle course. Je pense qu'on a un peu fait le tour sur ce Paris-Nice. On va parler rapidement de Tirreno Adriatico. Alors, il y a une étape de moins puisque ça a commencé lundi. Il y a eu des confirmations finalement que Pipo Ganna, après une année 2024 qui a été un peu compliquée, où il visait les Jeux Olympiques, etc., il est de retour en très grande forme. Filippo Ganna, il a écrasé le contre-la-montre en seulement 12 km. Il a mis un écart énorme à Juan Ayuso d'une vingtaine de secondes. Il a repoussé tout le monde très 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 loin. Et puis surtout, il a montré que cette capacité d'accélération, puisque c'est sur les 6 derniers kilomètres qu'il a repris près de 15 secondes à Ayuso, donc c'est même plus, il était en retard au premier inter, donc il a repris quasi plus d'une vingtaine de secondes à l'Espagnol. Donc Filippo Ganna, ça fait plaisir de le revoir un peu à ce niveau. On va pas compter son étape en Algarve parce que ça lui a été retiré, mais bon, il aurait mérité selon moi de la gagner. Il fait 3e d'un sprint en Algarve. Là, il remporte ce chrono à Lido di Camaiore. Il a encore bien failli réussir le coup sur cette 3e étape qui était plutôt difficile, qui était un bon test pour Milan-San Remo. Et moi, j'en reparlerai, mais Ganna, c'est un coureur que je vais vraiment surveiller. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. On sent qu'il a retrouvé l'envie cette année. Il va jouer Milan-San Remo, il va jouer Paris-Roubaix. Et Ganna, ça risque d'être une très très belle cote sur ses classiques parce qu'il semble avoir retrouvé un super niveau. Et puis l'autre confirmation qu'on a eue, c'est que Jonathan Milan, je parlais de Tim Merlier sur Paris-Nice, lui aussi, c'est un monstre du sprint. En fait, quand il est emmené parfaitement, Jonathan Milan, c'est impossible de le battre. On voit quand il lance son sprint bien emmené par Consoni, il y a Michael Gijlard et Paul Penouet dans la roue, ils perdent 10 longueurs en 10 mètres. Donc en fait c'est deux sprinters assez différents. C'est pour moi les deux meilleurs sprinters du plateau, Merlier et Milan. Merlier c'est plus une sorte de Robbie McEwen finalement, puisqu'il a que Bert Van Aerberge pour le placer. Il sait très bien se placer tout seul et puis surtout c'est un mec, quand qui va savoir parfaitement gérer ses sprints, parfaitement se placer, et puis lancer de loin, surprendre tout le monde et derrière aller battre tout le monde. Tandis que Jonathan Milan, pour moi, c'est un monstre de puissance et c'est vraiment un mec imbattable quand il est emmené à la perfection par son équipe.
Et là, il a un train avec Stuyven, avec Consoni, enfin un peu merveilleux. Et là, pour le coup, on a vu Jonathan Milan comme au championnat d'Europe l'année dernière ou en début d'année sur, c'était sur Kurn, ouais, je crois. Et puis sur une ou deux étapes également de l'UAE Tour, bah dès que le train se déréglait un petit peu pour Milan, le placement c'est un peu plus compliqué. Donc là, je pense que Tim Merlier est plus fort sur ce côté-là. Mais par contre, quand il est déposé Milan aux 250 mètres, avec ses qualités de poursuiteur et sa puissance, il n'y a rien à faire, il est trop fort. Donc il a encore deux belles occasions sur ce Tirreno, une demain et une dimanche. Donc ouais, le duel à distance en tout cas entre ces deux sprinteurs est lancé. Et puis bah aujourd'hui on a une belle étape finalement un peu une belle répétition de Milan-San Remo puisqu'on était sur une étape de 240 bornes, ce qui est assez inédit sur une course d'une semaine avec la victoire d'Andrea Vendrame. Alors ça finalement c'est le coureur que ce mec, t'y penses jamais, et puis chaque année, il va remporter des magnifiques succès. Il a remporté plusieurs étapes sur le Giro, dont une étape l'an dernier, toujours sous des conditions difficiles. L'année dernière, c'était déjà sous la pluie, et là, bis repetita. Alors en fait, ce sprint, il fallait vraiment être bien placé, puisque ils étaient énormément. On a vu par exemple Van Der Poel qui a essayé de passer sur un côté, qui s'est fait coincer par Ben Illy, et ceux qui ont réussi à passer de l'autre côté, Vendrame, Romain Grégoire notamment. Bah du coup c'est ou Tom Pidcock, bah du coup ils ont réussi à remporter l'étape. Vendrame, on l'a pas vu jusqu'au dernier 500 mètres, il a lancé à 300 mètres de la ligne et avec ses qualités, encore une belle victoire pour l'Italien et puis pour l'équipe Decathlon AG2R. Donc ça fait plaisir et c'était une belle étape bien animée d'ailleurs. Moi j'ai bien aimé, on a eu des super attaques de Ben Illy, de Carapace, même Van Der Poel s'y est mis un moment, Juan Ayuso également on l'a vu qui a tenté sur cette étape, donc ouais très intéressant. Faut dire que les conditions climatiques ont bien aidé. Pour l'instant, c'est un petit peu l'apéritif de ce Tirreno Adriatico, mais je trouve qu'on n'a pas été déçus. J'en attendais pas autant d'une étape comme celle-là, donc ouais, très intéressant. Des coureurs qui m'ont pas forcément rassuré. Alors les vérités du week-end sont peut-être pas celles d'aujourd'hui. Bon bah il y a un coureur qui était pas rassurant du tout, c'est Isaac Del Toro que moi j'attendais pour faire une super performance. Isaac Del Toro, je sais pas combien de temps il a perdu, 1,31 de perdu par Del Toro. Donc c'est énorme. C'est déjà fini pour Del Toro. Donc voilà la grosso modo, l'équipe UAE que moi j'attendais pour écraser cette course, alors Ayuso est très fort, mais derrière j'ai pointé un peu le placement d'Adam Yates dans cette dernière montée, il m'a pas rassuré. D'ailleurs, il finit dernier du premier groupe. Alors on sait que l'anglais n'est pas hyper friand, des conditions hyper difficiles, mais je l'ai senti un petit peu en délicatesse. Alors, j'ai pas l'impression que le temps va s'arranger beaucoup dans la semaine, mais ça peut jouer pour Adam Yates. Et d'ailleurs, en parlant d'Yates, c'est déjà fini pour Simon Yates, qui a perdu 30 secondes sur cette étape. Lui non plus pas à l'aise dans ces conditions. Je crois qu'il a été un peu malade avant Tirreno. Donc je me souviens que dans notre preview, on en avait parlé comme un des grands favoris. Ça va être un petit peu compliqué. De toute façon, on sent que sous cette pluie, les petits gabarits ont souffert. Valentin Paré-Pinte, qui pourtant avait bien répondu à l'attaque de Juan Ayuso, il a complètement explosé dans les derniers kilomètres de course. Donc voilà, après pour le reste, ils étaient quand même 50 dans le groupe à l'arrivée, donc il n'y a pas eu plus de dégâts que ça. Mais voilà, on a vu qui étaient quand même les hommes en forme, donc à suivre. En tout cas, demain sur Tirreno, on a une étape, ça devrait se terminer au sprint, même si les deux premiers tiers de l'étape sont un peu compliqués, avec pas mal de... Alors rien d'insurmontable, mais des petites bosses quand même, donc ça pourrait être une échappée avec les écarts qui se sont créés aujourd'hui, une échappée de costaud qui pourrait se créer, et puis bah voilà, vendredi et samedi, on aura les deux étapes décisives pour le classement général qu'on va suivre avant un dernier sprint sur dimanche. Donc ouais, une course qui devrait être très sympa à suivre. Après, moi, mon prono toujours pour la victoire, Juan Ayuso quand même, il a explosé tous les autres favoris sur le contre-la-montre d'ouverture. Il a mis quand même une claque derrière Ghana, c'était vraiment lui le deuxième plus fort qui est loin devant les autres. C'est le meilleur rouleur, c'est probablement le meilleur grimpeur, donc je vois difficilement Juan Ayuso être battu. Et puis ce qui m'a fait plaisir, c'est de retrouver nos Français aujourd'hui, Kevin Vauquelin qui était toujours très attentif, toujours dans ce groupe de 10-12 qui partait à l'avant, Romain Grégoire qui fait troisième de l'étape. Voilà, on les a retrouvés, ces coureurs aux avant-postes, et ça fait plaisir, et je pense qu'on les reverra également vendredi et samedi, donc ça devrait être sympa ce Tirreno Adriatico. Voilà un petit peu pour
pour ce petit débrief que je fais avec vous ce soir. Bah écoutez, pareil, hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Quelle course d'ailleurs vous intéresse le plus depuis qu'elle est lancée, c'est quoi vos pronos pour la suite. Et puis bah la bonne nouvelle c'est que, alors on n'est jamais sûr à 100%, mais normalement on revient ce dimanche avec notre premier live de l'année, notre premier Fringa Live. On le fera voilà à la suite des 2 dernières étapes de Paris-Nice et de Tirreno. Je sais pas encore vers quelle heure, mais probablement vers 18h. Donc on vous informera de tout ça allez suivez-nous sur Instagram parce qu'on vous en informera aussi là-dessus. Et puis d'ailleurs, hein, petit rappel, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram et Facebook, eh ben, n'hésitez pas à le faire pour suivre tout le beau travail que font au quotidien nos rédacteurs qui nous sortent des pépites sur pépites. Donc voilà, parce que Radio Fringale, on est un podcast, mais également on est un média écrit, donc foncez. Bah écoutez, voilà, on va clore ce petit podcast. Voilà, c'était la première fois que je faisais l'exercice tout seul, donc pas facile, mais j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve très très vite pour commenter la fin de ces 2 courses. Et en attendant, n'oubliez pas de vous alimenter, car la fringale guette. Allez, ciao, bisous tout le monde, bye bye.